Est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de ce stage ou est-ce qu'il est encore un peu trop tôt? Tu veux d'abord décrire Oui, l'ensemble de ton travail? Enfin, parce que moi j'ai noté la protection de la forêt, c'est-à-dire l'épouvantable disparition de la forêt. Et alors, c'est épouvantable quand tu décris les qualités d'une forêt, mais c'est merveilleux, quoi. On se dit, mais c'est merveilleux, c'est affreux de les raser les forêts. Et puis ensuite, la permaculture, c'est-à-dire comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce qu'on peut essayer de simuler l'écosystème d'une forêt? Pas loin. Partie, s'en inspirer. Pour se nourrir Encore une fois, je crois qu'il faut vraiment repartir de cette histoire de... Donc, les systèmes agricoles, depuis 10 000 ans, 12 000 ans, ne sont pas productifs, contrairement à ce qu'on nous dit. Voilà, c'est vraiment, il faut lutter contre cette propagande-là. 20 calories pour une, c'est déficitaire. Une société, c'est une erreur civilisationnelle de se baser pour la satisfaction des besoins vitaux, l'alimentation, l'eau, l'accès à l'eau potable, l'énergie, les matériaux, qui sont quand même les besoins vitaux, se baser sur un système qui investit 20 calories pour en produire une. C'est pas possible. Donc, forcément, on est au bout du système. Forcément, ça se dégrade, ce n'est plus durable. Les agriculteurs qui sont dans l'erreur de père en fils, mais sans le savoir, en fait. Bien sûr, c'est pas les agriculteurs, il faut ils pensent bien faire. Mais bien sûr, c'est ce qu'on leur a appris, en fait. Ils sont sûrement incroyablement concernés par ce que tu as à dire, non? Parce qu'ils pourraient améliorer... J'imagine. Oui, le gars bien qui a sûr. un champ, il doit pouvoir améliorer son efficacité, moins travailler, obtenir plus de résultats, de meilleure qualité. En fait, on est tous... En allant travailler avec toi, enfin, pour on est tous perdants, parce que... Et d'ailleurs, on est montés les uns contre les autres. Alors, le bon écolo va critiquer le gros agriculteur qui met des pesticides, mais sans penser que lui, il n'a pas d'autre système. Le système entier ne lui propose pas d'autre choix. On lui a appris ça. D'ailleurs, ils se suicident aussi, ces gens-là, aujourd'hui. Parce qu'ils ne s'en sortent pas. Parce que malgré leurs gros tracteurs, leur chimie, leur pétrole, etc., ils ne vivent pas. Ils produisent très peu. On leur paye, on le sous-paye. Nous, citoyens mangeurs, on ne veut pas payer un juste prix pour la nourriture. Donc tout ça, c'est faux. Parce que c'est basé sur un système qui est faux, qui est déficitaire depuis le début. Esclavagiste, latifondiste, qui ne peut que monter les gens les uns contre les autres. C'est la guerre de tous contre tous. C'est déjà basé sur un système déficitaire. Comment on peut imaginer avoir une société harmonieuse s'il y a une pénurie? Mais oui, c'est des systèmes indigents, fondamentalement indigents. Donc l'abondance gratuite ou semi-gratuite change totalement la donne de la société, désamorce des sujets de conflit. Voilà, donc on n'a plus à se battre. Oui, extrêmement. Mais bien sûr, allons chercher ces gens qui polluent et prenons-les par la main, en disant mais non, mais on a autre chose à faire ensemble. On va le faire ensemble. Voilà. Donc la permaculture le permet. La permaculture est née pour, par définition, concevoir des systèmes. Donc c'est bien une ingénierie de système. La permaculture, c'est une science et une méthode de l'ingénierie de système. C'est pas quelque chose d'écolo au départ, mais de l'ingénierie de systèmes qui ont la caractéristique, la propriété fondatrice, définitoire, que ces systèmes doivent être régénératifs, c'est-à-dire soutenables, c'est-à-dire excédentaires. Donc je m'explique. Un système est excédentaire s'il produit plus en énergie qu'il ne consomme. Donc tout le contraire. Ce n'est pas un déchet. Il faut que ce plus ne soit pas un déchet. Bien sûr, c'est sûr. Donc tout le contraire de l'agriculture. Qui produirait 10, 5, 10, 15 calories pour une investie. Ça, c'est la définition d'un système. C'est la définition de la soutenabilité en permaculture. Oui. Une calorie investie, d'en produire 15, c'est d'inverser carrément le numérateur et le dénominateur. C'est ça, ça veut dire que dingue. Ça veut dire que tu es 200 fois plus productif. Oui, donc tu peux travailler 20 fois moins et produire 10 fois plus. Mais c'est fou. Par exemple. Mais d'abord, c'est ce que fait cette idée progresse pas. Enfin, c'est incroyable. En France. Non, mais... Parce qu'en Australie, depuis les années 70-80 que la permaculture est née, tu as des recteurs d'académie, des universitaires, des maires, des ministres qui ont fait des permaculture design courses. Les urbanistes, les architectes, tous ces gens-là devraient se former. Alors le permaculture design course, le cours de design, on va le traduire par conception pour l'instant, en permaculture. Oui, alors, ce sont des cours académiques. Je reviens. Donc la permaculture, c'est la science et la méthode de conception de systèmes excédentaires, c'est-à-dire soutenables, qui produisent plus qu'ils ne consomment par définition. La soutenabilité pour l'ONU, c'est de ne pas consommer les ressources des générations futures. C'est équivalent, mais ce n'est pas opérationnel. Nous, on préfère la définition, concevoir des systèmes qui donc produisent plus qu'ils ne consomment. Ça, c'est la définition. Donc la permaculture, c'est la science pour faire ça, science de l'ingénierie. La conception de systèmes, on pense souvent que c'est que l'espace. Mais en fait, il y a l'espace, il y a le
temps, il y a l'organisation, la planification. Donc c'est le mot design en anglais. Design de quelque chose, c'est tout ça. Concevoir dans l'espace. Donc c'est comment, c'est des techniques, c'est des structures, mais c'est surtout en amont des principes qui permettent de, à chaque niveau, trouver les bonnes stratégies, puis inventer les bonnes techniques ou les réutiliser ou les déformer pour arriver à concevoir ces systèmes donc, hautement productifs qui produisent beaucoup plus qu'ils ne consomment. Ça, c'est la permaculture. Donc, c'est né pour ça. Ça date de maintenant 50 ans. Et par exemple, alors, ce stage que tu fais la semaine prochaine, ça dure quoi, 2 jours? Bon, là, c'est vraiment tout petit. C'est tout petit de voilà, c'est une petite formation de 2 jours qui était plutôt ciblée sur le sol, la fertilité, en relation avec l'eau et le climat, ou le microclimat. Parce que c'est un thème très à la mode, il y a beaucoup de confusion là-dedans. Et on apprend concrètement comment... Ah ben là, pratiquer la permaculture ou... Écoute, une formation de permaculture cohérente, oui. Les permaculture design courses, les bons, notamment ceux faits par les Australiens, parce que ils sont pas morts, à part Bill Mollison qui est mort, les autres qui ont fait la permaculture sont toujours vivants quand même. Hein. Ils font cours en Australie. En Australie, un peu partout dans le monde, même si certains commencent à avoir un certain âge, comme Rosemary Moreau, ou une autre femme exceptionnelle, Robin Francis. Voilà, il y a Jeff Lawton qui est toujours là, il y a David Holmgren qui est toujours là. Bon. Voilà, donc tout ça, le minimum pour comprendre ce que c'est 2 semaines. Permaculture design cours, c'est 70-90 heures, c'est 2 semaines. Moi, j'ai donné des formations pendant presque 10 ans qui n'étaient pas exactement des permaculture design courses, avec le cursus, on va dire, officiel de la communauté internationale de la permaculture, qui était une partie de ça, mais beaucoup plus approfondie sur certains thèmes, mais avec d'autres parties qui était plus axé sur l'introduction pour les gens à la botanique, l'initiation aux plantes, à l'ethnobotanique, aux usages des plantes. Et puis, j'allais plus en profondeur sur certains thèmes et moins en profondeur sur d'autres. Donc, c'était complémentaire des permaculture design courses. Et c'était fait pour que, justement, les gens qui avaient fait un bon permaculture design course, notamment avec les Australiens, puissent avoir un pied à l'étrier facilité pour sur leur terrain, tout de suite commencer à faire quelque chose qui fasse une différence, une grande différence immédiatement. Et voilà. Mais ça marche à toute échelle. Si on a bien compris, on peut concevoir des systèmes qui vont produire rapidement. Alors il y a toujours une petite période de transition, bien sûr, c'est normal. Combien de temps ? Ça dépend du climat, essentiellement. Et ici en Provence ? Alors, dans le climat le plus difficile de la planète, qui est le climat méditerranéen sec, certaines régions provençales, pas toutes, la transition peut prendre, ça va dépendre après de ton microclimat, de ta topographie, de ton exposition, oui. De tes moyens aussi. Oui. Mais c'est plutôt entre 5 et 10 ans avant d'avoir quand même quelque chose où tu te dis, tiens, là, je vois vraiment une belle différence. Tu arrives à me nourrir. Ah, mais... Tu arrives à te nourrir avant ? On peut se nourrir avant. Tu sais, il faut sortir... Alors, il y a 2 faux problèmes. Il y a combien de personnes on peut nourrir sur un hectare et en combien de temps ça peut prendre... voilà. Pourquoi c'est des faux problèmes ? Parce qu'en réalité, quand... c'est des questions que j'avais préparées. Oui. Ça me vient naturellement, quoi. Bien sûr. En fait, il y a un principe en permaculture qui a émergé, c'est que la productivité d'un système est théoriquement illimitée, infinie. Elle est limitée par notre imagination essentiellement. Et je te donne des exemples où... il y a plein d'exemples. Si tu ne fais pas bien, tu auras du mal à nourrir 10 personnes sur un hectare. Mais si tu fais bien, on a eu des cas de plusieurs centaines de personnes sur un hectare. Hein ? Mais... Pas en Provence. Il n'y a pas beaucoup d'exemples en France. Et je ne sais même pas s'il y a vraiment des exemples. Ça va être ailleurs, voilà, mais il y a des exemples, par exemple, où partant d'une forêt rasée totalement, en Indonésie, donc c'est un climat très favorable, parce que quand il pleut, il fait chaud, mais à partir d'une coupe à blanc de la forêt, qui était un désert biologique qui avait été rasé pour de la culture d'huile de palme, ils ont voulu faire une réserve pour les orang-outans. Ils ont utilisé une conception design en permaculture pour refaire des forêts pour cette réserve. Et en 3 ans, la pluviométrie a augmenté de 25%, plus de 25%, la couverture nuageuse de plus de 10%. Et il y avait des gens qui vivaient aussi dans cette réserve. 3000 personnes, c'est pas beaucoup sur la surface qu'il y avait, mais qui en tiraient un revenu soutenable, c'est-à-dire pour toujours. Parce que dès que tu te mets à faire pousser des plantes, quand c'est bien conçu, tu te mets des plantes pour faire de la fertilité, des plantes pour la conservation naturaliste, tu vas aussi avoir des plantes qui produisent, des choses que tu peux
utiliser pour manger, pour faire ton bois, ton feu, tes matériaux, etc. Mais aussi que tu peux vendre au marché. Donc très rapidement, il y a du surplus qui arrive. Mais alors le très rapidement dépend du climat et de ton terrain. Et pourquoi est-ce qu'en Provence, c'est difficile? Parce qu'il n'y a pas de période où voilà. ce soit à la fois chaud et humide. C'est ça. Soit la sécheresse. C'est ça, soit le froid. Soit le froid. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est une clé fondamentale. Encore une fois, avant de faire un design en permaculture, donc concevoir, planifier, on doit faire une étude de site. Cette étude de site, elle est très poussée. Elle doit se faire pas tous les jours de l'année sur une année, mais sur la période d'une année. Tu dois venir au 21 décembre, au 21 juin, quand il pleut, quand il vente, quand il y a du Mistral, quand il n'y en a pas, quand il y a des inondations. Tu dois faire une étude de site de ton terrain, sur le plan de la géographie, sur le plan du sous-sol, sur le plan... Tu vas faire un inventaire botanique des peuplements végétaux, un petit peu la faune, s'il y a de la faune sauvage. Tu peux t'intéresser aussi au groupe. Quel est le projet qu'il y a sur ce groupe? Tu es obligé de t'intéresser. Est-ce qu'il y a un business plan? Est-ce qu'on veut produire pour vendre au marché? Est-ce qu'on veut produire pour soi? Il y a une étude de site. Et dans cette étude de site va émerger des pistes les plus intéressantes pour concevoir un système le plus efficace possible. Concevoir le système dans son ensemble, et puis on arrive jusqu'à choisir les plantes, évidemment. Mais il y a bien plus en amont. C'est quelque chose auquel on ne pense jamais. Donc, ce fameux climat. Oui. Donc, la première chose, c'est la compréhension fonctionnelle du microclimat. Fonctionnel, c'est-à-dire en termes de dynamique végétale. Est-ce que j'ai un climat qui fait pousser les plantes très vite? Est-ce que j'ai un climat où ça pousse très très lentement? Et le climat méditerranéen aride est probablement le pire parce qu'il y a l'absence de saison de végétation, c'est-à-dire l'absence de période dans l'année où tu as à la fois de l'humidité dans le système et de la chaleur dans le système. Alors que par exemple au Sahel, ok, il fait sec, mais le peu qu'il pleut quand il pleut, et ça peut être 10, 20, 30 cm quand même de pluviométrie dans l'année, à ce moment-là, il fait chaud. Et tu as une fabuleuse saison de végétation. Mais je dirais la même chose de la Sibérie et du Canada. Dans les formations, j'ai insisté beaucoup. La Sibérie ou le Canada ont un long été chaud et humide. Et c'est le « et » qu'il faut souligner. C'est pas un long été chaud, parce que notre été, à nous, est plus longuement chaud, si tu veux. Mais ils ont un long été chaud et humide que nous n'avons pas. On a 0 été chaud et humide. Voilà. Donc ça, donc ça se décline. Hein. Un climat de mousson est beaucoup plus facile, même s'il pleut pendant 15 jours et que le reste de l'année il pleut pas. Malgré tout, quand il pleut, il fait chaud. Et là, si tu es en agriculture, ce climat, c'est une catastrophe, ça passe pas, on ne sait pas faire. Ça inonde tout. Et puis on ne sait pas cultiver quand. Oui, mais ça lave les voilà, mais les 11 autres mois, il n'y a pas d'eau. Donc on ne sait pas faire. Ce que tu disais alors qu'en permaculture, on sait utiliser ce climat de manière facile parce que on va transformer cette conjonction courte de la chaleur et de l'humidité en biomasse massive, parce que en 15 jours de pluie, ça va pousser derrière pendant 2 mois si on a fait ce qu'il faut. Ça remplit des nappes phréatiques? Non, parce qu'on sait gérer le sol, on a des arbres, on a des végétaux. La clé, c'est de faire pousser des végétaux. Bon, on peut revenir, c'est la notion d'espèce pionnière, etc. Et ça, les pionniers, c'est les premiers qui apparaissent sans avoir de couverture, c'est ça? Voilà, on peut dire ça. Ils sont capables de grandir au soleil. Voilà, de germer, de croître en pleine lumière et dans des conditions d'aridité, de sécheresse, de sol mort, etc. Les cactus, les agaves, on les appelle les pionniers. Alors, ça en est, mais il y a tout un tas d'autres espèces plus efficaces. Et qui se mangent, j'imagine. Alors, qui vont créer la fertilité, un microclimat très rapidement, qui en une saison va te permettre de cultiver dans des endroits arides, chauds, secs au Sahel, à Auroville, avant qu'il Euroforest, en Inde, pour reprendre l'exemple d'un pays de mousson, pendant 11 mois, c'est la sécheresse, etc. Et faire une différence immédiatement. Mais vraiment immédiatement, c'est-à-dire une saison, en quelques mois, tu as déjà un premier couvert forestier de 3 mètres, par exemple, et d'arbres fertilitaires, avec une biomasse faramineuse, que tu as aussi des arbustes, des arbres, du sorgho, du millet, des lianes extrêmement volubiles, etc., tout ce que tu veux. Et là-dedans, tu fais déjà ton potager, tout de suite, tout en créant en fertilité. C'est-à-dire qu'en même temps que tu reforestes, tu crées les moyens de produire pour nous, de produire pour vendre au marché, et de créer des zones de conservation naturaliste, tout en même temps. Parce que tu n'as plus 20 calories pour une investie, parce que dans le même système, tu fais des multi-étagements. Chaque photon est capté de manière productive au fur et à mesure des multi-étagements, et tu te retrouves avec... alors, tu peux faire des forêts que pour produire du bois, tu peux faire des forêts pour produire à manger, tu peux faire des forêts, agroforêts pour produire aussi des herbacées dessous. Tu fais ce que tu veux, ça c'est le design, mais en tout cas, tu peux en même temps
régler les deux questions de conservation naturaliste, de reforester, produire de manière beaucoup plus efficace les besoins de l'humanité. Rendre les sols perméables pour que l'eau parte. Eh bien, mais ça c'est un sous-produit. Ça devient un sous-produit. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose que je dis, ça choque les gens, mais on n'a pas de problème de climat, on n'a pas de problème d'eau, on n'a pas de problème de sol. Tout ça, c'est fabriqué par les plantes et notamment par les arbres. Le problème qu'on a, c'est notre incapacité à faire pousser des plantes de manière correcte, qui respectent les arbres au lieu de s'en servir. Non seulement on ne reforeste pas, mais on déforeste, et on fait pousser en agriculture de manière délirante. Il suffit de réinjecter les lois des systèmes naturels, de la physiologie végétale, de la nutrition des racines dans nos systèmes, ça c'est les micro-organismes, etc. Donc je peux détailler, et à partir de là, le sol se crée, l'humidité, l'eau vient, les nappes se rechargent, le microclimat s'améliore. Donc cette peur qu'on nous engendre avec le climat, les médias, etc., tout ça, c'est pipeau. On n'a pas de problème drastique de CO2. Le CO2, ça fait pousser les plantes, ça permet de reforester, mais on ne veut pas reforester, on continue de déforester. Et quand on dit qu'il faut reforester, le pouvoir s'énerve, ah non, il ne faut pas, parce que ça prend des terres, etc. Donc, c'est jamais les bonnes solutions. Non, on n'a pas de problème avec ça, on a un problème d'incapacité à faire pousser, absence de volonté politique ou locale ou nationale de reforester et de faire pousser nos plantes correctement pour se nourrir et produire.